Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous RFI France 24 avec Valérie Gasse du service politique de RFI. Nous recevons Henri Guénaud, conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour. Alors Henri Guénaud, c'est toute une histoire. La chose de votre vie, c'est bien celle avec un grand H. C'est aussi vous qui avez aidé le candidat Nicolas Sarkozy à exalter la mystique républicaine, à faire vibrer la flamme de la France éternelle dans ses discours de campagne. Alors auparavant, vous aviez navigué sur les rives de Philippe Séguin et de Charles Pasqua. En 95, vous avez été l'artisan de la fracture sociale de Jacques Chirac. En 98, vous êtes démis par Lionel Jospin de la direction du commissariat au plan. Vous en ouvrirez une certaine aigreur, qu'à cela ne tienne. Vous serez la plume tourmentée et officielle de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, ce qualificatif de plume vous insupporte. Alors écoutez ce que vous disiez à nos reporters qui vous ont suivi en meeting à Lille en début de semaine. À Nîmes. À Nîmes, oui, à Nîmes. Pas à Lille. Ça m'énerve énormément. Est-ce que j'ai une tête de plume ? Une plume, ça ne pense pas, ça ne réfléchit pas et ça ne parle pas. Moi, j'ai toujours pensé et j'ai toujours réfléchi. Donc je ne suis pas une plume. Il m'arrive d'écrire, mais je n'ai pas vocation à être une plume. Une plume, c'est servile. Je ne suis pas servile. Alors Henri Guénaud, vous avez une tête de quoi? Puisque vous qualifieriez aujourd'hui, puisque vous avez fait 6 meetings en 2 mois, de quoi? De sniper, de sauveur de Nicolas Sarkozy On peut passer de la plume au sniper, je ne suis pas sûr que ça soit une promotion. Bah alors, je ne sais pas, vous êtes quoi? Vous définiez comme quoi? Mais comme quelqu'un d'engagé, voilà, qui vit ses engagements sincèrement, pleinement et au grand jour. Est-ce que le rôle d'un conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, c'est de parler comme vous le faites dans les médias, dans les meetings maintenant? Est-ce que c'est ça qu'on attend? C'est un peu nouveau, on va dire, depuis l'élection de Nicolas Sarkozy. Ben oui, mais il ne faut pas rester dans le conformisme, dans le conservatisme, il faut innover. Mais vous parlez en votre nom ou en son nom? Ah, ça c'est une bonne question. Je parle en mon nom avec une certaine conscience des responsabilités qui sont les miennes, à savoir que je n'engage pas que moi-même. J'engage aussi la présidence de la République, le président, et donc je fais attention à ce que je dis. Vous endossez, on va dire, le bilan aussi de Nicolas Sarkozy, vous en faites sa promotion? Si je n'endossais pas ce qu'il a accompli depuis le début de son quinquennat, que ferais-je donc encore à ses côtés? Si je suis là, si je suis là depuis le début, si je suis encore là, c'est parce que j'endosse ce qu'il a fait. Parce que j'en prends ma part. Et vous allez continuer à endosser ce qu'il a fait ou vous aimeriez évoluer? On sent que ces apparitions en public dans les meetings, peut-être ça vous porte à devenir autre chose que conseiller. Est-ce que vous ne voudriez pas devenir homme politique tout court? Bon, pour devenir un vrai homme politique... Prendre la parole, agir directement, vous faire élire peut-être? Agir, ça, dans une vie, c'est quelque chose qui finit par devenir un besoin. C'est-à-dire que conseiller, c'est bien. Dans le conseiller du président de la République, c'est extraordinaire. Dans la période dans laquelle nous sommes, c'est évidemment une expérience unique. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a envie d'assumer les responsabilités de ce qu'on pense et de ce qu'on propose. Pour le meilleur, pour le pire, que ce soit pour en constater l'échec ou pour en assumer le succès. Là, on n'est pas responsable de ce qu'on propose. Donc c'est aussi quelque chose effectivement qui manque à ma vie quotidienne. Alors, vous allez remédier à ça après 2012? Nous verrons. Pour l'instant, je n'ai qu'un seul objectif, c'est la campagne présidentielle. Alors, non mais c'est vrai, parce que j'ai envie qu'il gagne. Et puis deuxièmement, c'est une question de cohérence personnelle. Vous me disiez tout à l'heure, j'ai passé plus de 4 ans à ses côtés, je me suis engagé dans cette politique, et donc il y a un besoin aussi de cohérence personnelle. Donc, cette cohérence, j'ai envie de l'exprimer. Vous parlez de cohérence. Vous parlez de cohérence. On a l'impression que durant ce quinquennat, il y a eu beaucoup de chemins qui se sont détournés quand Nicolas Sarkozy prenait
par exemple, le modèle social, il disait en 2007, le modèle social français n'est pas un bon modèle, il le moquait, et aujourd'hui, il s'en fait le protecteur. On a l'impression qu'il y a eu beaucoup je vous arrête tout de suite. de transgressions. Dans aucun discours de la campagne présidentielle, il n'est dit que le modèle social français était ridicule et qu'il fallait le supprimer. Il l'avait dit en 2007 en disant « on ne nous copie nulle part non, ». Le modèle français, dans aucun discours de la campagne. Il a dit évidemment, personne n'a envie d'imiter les 35 heures. Enfin, les 35 heures, ce n'est pas une composante du modèle social français. Pardon, modèle social Alors, il faut les supprimer, justement, ces 35 heures. Le modèle social français, c'est le modèle républicain. Nous avons hérité de l'école laïque, obligatoire de Jules Ferry. Nous avons hérité du Front populaire, du Conseil national de la résistance et de ce qu'a accompli le général de Gaulle au début de la Ve République. Le modèle social français, c'est ça. C'est pas les 35 heures, c'est pas la retraite à 60 ans. Hein. Le modèle social français, c'est la retraite par répartition, c'est pas la retraite à 60 ans. Bon. Donc, il n'a jamais été question, et il ne l'a jamais dit, de remettre en cause le modèle social français. Il a été au contraire question de le sauver. Quand il fait la réforme des retraites, c'est pour sauver la répartition. Bon, quand on réforme l'hôpital, c'est pour sauver l'hôpital public. C'est pas pour remettre en cause le modèle social français. Alors sur les 35 heures, justement, ça fait partie du projet qui est développé par l'UMP. Est-ce que ça va être repris à son compte par le président de la République, la suppression des 35 heures ? Eh bien ça, vous le saurez quand le président de la République il est pas pour, dira aux Français qu'il est C'est un candidat. débat, en tout cas, au sein de la majorité, malgré tout. Il y a un débat au sein de la majorité, mais c'est normal qu'il y ait des débats. J'ai cru comprendre qu'il y en avait aussi quelques-uns à gauche et même au sein du Parti socialiste. Il suffisait de regarder les primaires pour comprendre qu'il y avait des débats. Donc les débats, c'est plutôt sain. Maintenant, à la fin des fins, le candidat à la présidence de la République exprimera devant les Français sa vision de l'avenir et de la politique. Voilà. Et on a l'impression que... sur les 35 heures aussi. On a l'impression qu'effectivement, en ce moment, Nicolas Sarkozy choisit des sujets très clivants. Il répond un petit peu à ce qui se passe de l'autre côté, sur la rive verte et socialiste. Sur le nucléaire, il se fait le grand défenseur de l'énergie atomique. Et d'autre part, sur un autre sujet plus sociétal, sur le droit de vote des étrangers aux élections locales, Nicolas Sarkozy disait en 2006, il avait écrit dans un livre que c'était une bonne chose, il l'a redit en 2008 et aujourd'hui il dit que c'est hasardeux. D'abord, reconnaissez que ce sont deux sujets très importants. L'un qui concerne l'idée qu'on se fait de la nation et de la nationalité, le droit de vote, et le deuxième, le nucléaire, est un enjeu national majeur, économique, technologique, scientifique. Donc, c'est un enjeu d'indépendance nationale aussi. Donc, il est normal que le président de la République ait quelque chose à dire sur ces sujets. Alors, le nucléaire, il en a toujours été l'ardent défenseur. Je constate d'ailleurs qu'il y a toujours eu jusqu'à présent un consensus entre les grandes forces politiques françaises et toutes les majorités qui se sont succédées ont souhaité ne pas remettre en cause le choix du nucléaire qui avait été fait à la fin de la 4e et surtout par le général de Gaulle et par Georges Pompidou au début de la 5e République. Bon. Donc il est assez normal que ce consensus étant en passe d'être brisé par une partie de la classe politique et par le candidat désigné par les primaires socialistes. Mais c'est une façon de décrédibiliser les socialistes ? Non, mais ça, je pense que sur ce sujet, il se décrédibilise tout seul. Voilà, vous savez, le nucléaire, on est pour ou on est contre. Je comprends très bien la position de Madame Joly qui dit « moi je suis contre le nucléaire ». Je comprends très bien la position de ceux qui disent « moi je suis pour ». Mais alors dire « je suis à moitié pour et à moitié contre » et je fais glisser le curseur en fonction du nombre de sièges, de sièges à négocier pour les législatives, ça c'est curieux. Dire finalement on a arrêté la moitié, on va garder l'autre moitié est assez étrange comme position. C'est-à-dire que le candidat ne va plus devant les Français avec un dessin qui lui est propre, et pour l'expliquer aux Français, il négocie, il marchande, il cherche un compromis avec ses partenaires. C'est assez étonnant. Il cherche un compromis entre toutes les factions et toutes les sensibilités. François Hollande a quand même marqué la limite sur cette négociation avec les Verts et il a dit une sortie progressive. Il n'a pas arrêté l'EPR de Flamanville. Il a quand même fait preuve d'une certaine fermeté, non ? Pas du tout. Je ne trouve pas, parce qu'encore une fois,
il est pour ou il est contre. S'il est pour le nucléaire, il n'y a aucune raison de fermer 24 ans. La sortie progressive du nucléaire, c'est un enjeu. Mais donc il est contre, alors il faut qu'il dise. Il faut qu'il dise il est contre. Est-ce que si c'est tranché que ça, est-ce que il n'y a pas une zone grise qui est qu'on sort on peut envisager de réduire la part du nucléaire dans la production énergétique française. Mais réduire la part du nucléaire, c'est déjà ce qui se fait avec la montée en charge des énergies nouvelles. Bon. Mais vous savez, pour supprimer 24 réacteurs nucléaires, il faut au moins 30 000 éoliennes géantes. Alors bon, ça fait beaucoup quand même. Mais alors, répondez. Comment, si vous pensez que c'est une énergie sûre, pas polluante, bon marché, vous ne fermez pas la moitié des réacteurs. Répondez-nous peut-être sur le vote des étrangers aux élections locales. Henri Guénaud, est-ce que vous êtes... Comment vous expliquez cette contradiction? Nicolas Sarkozy était pour en 2006, en 2008. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Bon, il n'a jamais exprimé de façon aussi claire. Je crois que c'est une question... Oui, mais c'est une question, là aussi, dont il est légitime de débat. C'est comme la double nationalité. Il y a des questions qui peuvent légitimement être débattues. Celle-là en est une. J'ai moi-même beaucoup réfléchi pour ce qui me concerne sur cette question. Je crois simplement qu'aujourd'hui, il y a un tel malaise avec la nationalité, avec la nation. Il y a une telle perte de repères que rajouter encore celle-ci serait désastreux. Voilà. Je pense que la nationalité, ça va avec le droit de vote. Alors on me dit, mais on va réserver ça aux élections locales. Mais ça, c'est pas aux élections nationales. D'abord, moi, je ne vois pas où est la différence entre les élections locales et les élections nationales. Et en plus, c'est compliqué, puisque les élections locales, en l'occurrence, servent à élire les sénateurs qui font de la politique nationale. Donc, tout ça ne tient pas debout. Je crois qu'on est dans une période où on a intérêt à avoir des repères simples, des principes simples, des valeurs simples, parfaitement compréhensibles par tout le monde. Sinon, on ajoute à la confusion et donc au malaise. Ça n'est pas du tout pour donner satisfaction à l'aile, on va dire, droitière, entre guillemets, de l'UMP. Ça n'a pas un objectif électoral avec la montée de Marine Le Pen qui reste quand même assez haut dans les sondages. Mais pourquoi pensez-vous que cette question du droit de vote des étrangers est une question qui ne concerne que la droite? Allez donc demander à une bonne partie de ce qui est l'électorat traditionnelle et populaire de la gauche, donc je sais bien qu'elle commence à ne plus s'y intéresser beaucoup, mais pour savoir si la question du droit de vote est une question de droite ou de gauche. C'est un peu comme les gens qui m'expliquent que la sécurité, c'est de droite ou de gauche. Mais c'est pas ça qu'on vous explique, c'est que Nicolas Sarkozy avait dit le contraire. Il l'avait écrit, il l'avait dit en 2008, et aujourd'hui, effectivement, on sent sous la pression effectivement d'une droite. En 2008, il n'a pas parlé de ce sujet. De la droite populaire. Il n'a pas parlé de ce sujet en 2008. Qu'est-ce qui a changé dans la situation qui puisse le faire revenir sur cette position? Mais c'est pas la pression de la droite populaire. Encore une fois, je dis, il y a un tel malaise dans le pays. Il y a une telle perte des repères que ça n'est pas... De repères à quel... Mais de tous les repères, entre le rapport à la nation, le rapport à la patrie, l'identité, mais aussi le rapport à la morale. Il y a une terrible perte des repères. Donc Jean-Pierre Chevènement, quand il dit qu'il est candidat de la nation, est-ce que ça vous paraît être... Mais vous savez, la sympathie que j'éprouve pour Jean-Pierre Chevènement et le respect que j'ai pour ses idées. Il m'arrive d'être en désaccord avec lui, mais je pense que c'est quelqu'un qui élève le débat plutôt que... alors que beaucoup de gens s'emploient à l'abaisser. Bon, donc je respecte sa candidature. Je ne sais pas s'il ira au bout, mais en tout cas, elle est respectable et elle n'abaisse pas le débat. Vous avez comparé François Hollande à Guy Mollet, qui est un personnage un peu falot de l'histoire, qui est connu surtout pour son immobilisme. Est-ce que ce n'est pas un peu dur et condamné assez vite François Hollande, qui certes baisse dans les sondages, mais qui traverse un trou d'air, mais qui pourrait très bien... Moi, je ne condamne personne. J'ai suffisamment critiqué l'attitude qui consistait à expliquer que les élections étaient jouées d'avance. C'était vrai en 95, c'était vrai il y a quelques semaines à peine. On expliquait qu'au second tour, M. Hollande allait faire 65%. On était parti pour faire 80, 90, peut-être même 100% dans les sondages au second tour. Donc je pense que ça, c'est une attitude imbécile. Les Français, depuis le début de la Ve République, ne se sont jamais laissés voler une élection présidentielle. Je veux dire par là que toutes les campagnes ont joué un rôle décisif. Bon. Et cette fois, comme les fois précédentes, ils ne se laisseront pas voler leur élection. Donc, il importe de mener le mieux possible cette campagne, de dire le plus possible ce qu'on veut faire, de parler aux Français en leur disant la vérité, et puis ensuite... Ils choisiront la référence à Guy Mollet. D'abord, elle vaut beaucoup d'autres références caricaturales qui ont été faites. Guy Mollet était un personnage qui était
tout à fait estimable, il était un résistant courageux, c'était un homme d'expérience, un maire tout à fait respectable, et il avait été, quand il a été nommé président du Conseil en 1956, pendant 11 ans, secrétaire général de la SFIO, qui était l'ancêtre du Parti socialiste. Bon, je trouve il ressemble à François Hollande. Mais je trouve qu'il ressemble beaucoup à François Hollande. Je ne dis pas que c'est la même personne, je dis simplement que moi, ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc Guy Mollet devient président du Conseil et mène la démocratie parlementaire au désastre, tout simplement parce que, premièrement, il pense que la politique, c'est l'art du compromis. Hein, il est à la tête d'un parti de notables, il pense que la politique c'est l'art du compromis. Et il arrive dans une période où ça ne peut pas être ça. C'est une période où il y a la guerre d'Algérie, il y a des problèmes économiques qui deviennent très, très sérieux. Et il n'arrive pas à trancher. Il fait du compromis. À force de faire du compromis, il aggrave terriblement la crise algérienne. Deuxièmement, il provoque une crise économique qui fait que, juste avant l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir, le FMI est à Paris. Et puis, troisièmement, la seule fois de sa vie où il prend une décision, c'est pour envoyer les troupes françaises à Suez. Et c'est une catastrophe. Je ne dis pas que c'est la même chose, je dis que ça fait réfléchir. Voilà. Il nous reste peu de temps. Il y en a une qui n'est pas justement dans le compromis. Dommage, une qui n'est pas dans le compromis. Cette fois, c'est, alors vous allez peut-être applaudir, c'est Eva Joly. Est-ce qu'elle ne vous apporte pas un renfort inattendu dans cette campagne pour contrer François Hollande? Est-ce que ce n'est pas votre meilleur allié? Oh non, je me garderai bien d'une expression de ce genre. Mais Madame Joly, elle a des convictions que je ne partage pas du tout. J'ai même fait un débat avec elle il n'y a pas très longtemps. Je ne partage pas ses convictions, je ne partage pas ses valeurs non plus. Mais au moins, elle en a. Elle en a. Vous parliez de morale, elle a une forme de elle en a, elle les affiche et elle les assume. Bon. Alors parfois elle dérape, mais elle a des valeurs, elle les assume. Madame Joly, dans cette affaire, considère qu'on lui a menti, qu'on s'est moqué d'elle. Bon, tant qu'elle affirme ses convictions et elle se révolte contre ce mensonge, je respecte tout à fait cette attitude. Peut-être une dernière question sur... vous avez été donc auprès de Nicolas Sarkozy en 2006 ou 2007. Vous vous souvenez sûrement de cette personnalité, Emmanuelle Mignon, puisque c'était elle qui, en 2007, tenait un peu le laboratoire d'idées pour Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, elle fait autre chose et elle disait « Il faut raconter une histoire aux Français ». En 2012, quelle histoire on raconte aux Français? Quel est le roman national? J'aime beaucoup Emmanuelle Mignon, qui est quelqu'un de grande valeur, mais je ne dirais pas raconter une histoire aux Français. Il faut... C'est ce qu'elle disait. Oui, mais c'est pas tout... Moi, je vais vous donner la mienne, si ça vous intéresse. Oui, je vous en prie. Il ne s'agit pas de raconter une histoire aux Français, il s'agit d'écrire avec les Français une histoire dont ils comprennent la signification et la direction. Voilà. Il s'agit d'écrire avec eux une histoire. Pareil, on n'écrit pas à la place des Français. La politique, c'est pas raconter des histoires, c'est faire l'histoire avec eux. Qu'est-ce qu'on leur propose? C'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'on leur propose? 2012. Nicolas Sarkozy a dit qu'il avait des idées. Qu'est-ce qu'il mijote? Sur quoi? Sur quel thème? Mais vous avez regardé l'état de la société, l'état du monde. Oui. Bon, est-ce qu'on promet du sang et des larmes? Non, moi je sens une larme, ça c'est Churchill, 1940, la bataille d'Angleterre, c'est pas du tout comparable. La crise peut provoquer des souffrances, elle en a déjà beaucoup provoqué, mais la crise elle va structurer toute la campagne et toute la politique à venir. C'est du diagnostic qu'on fait de la crise que doit sortir le monde de demain. Il faut tout reconstruire, mais à partir du diagnostic qu'on fait de la crise actuelle. Le mot rigueur. Protection. Non, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Comment? Protection. Oui, mais protection fatalement, puisqu'on est dans une crise qui met en danger les Français. Très rapidement, Henri Guénaud, vous avez été l'objet d'une plainte en diffamation de la part des avocats de Dominique Strauss-Kahn et de sa femme Anne Sinclair. Vous avez évoqué... C'est ce que j'ai vu dans la presse. C'est ce que vous avez vu, vous n'avez pas encore... Est-ce que vous regrettez les propos que vous avez tenus? Vous avez dit que l'affaire était à la charnière de la délinquance et de la vie privée. Non, je sais très bien ce que j'ai dit. Je vais pas en faire on ne va pas en faire l'exégèse là, mais on m'a parler de la vie privée étalée au grand jour. J'ai simplement fait remarquer que si M. Strauss-Kahn était à la une des journaux, c'était pas à cause de sa vie privée, c'était parce que tout simplement il était impliqué dans des enquêtes en cours sur des affaires qui concernent des affaires de délinquance ou d'actes délictueux. Je veux dire, il a pas... S'il a fait la une de tous les journaux du monde, c'est parce qu'il a été arrêté à New York. S'il a fait la une s'il fait la une là, des journaux, c'est parce qu'il y a l'affaire de Lille. Je n'ai jamais dit ni qu'il était coupable, ni qu'il était délinquant. D'ailleurs, je n'ai absolument pas les moyens de le dire. C'est au juge de le faire, pas à moi. Ce que je veux simplement
comment dire, ça les juge après, la justice tranchera, c'est pas un sujet, je regrette rien. Je veux juste dire ceci, dans deux choses. Dans son cas, d'abord, je pense que la meilleure défense, c'est la décence. La décence, cette attaque n'est pas décente. Et deuxièmement, je crois qu'il faudra quand même s'interroger sur l'instrumentalisation permanente de la justice dans le débat politique et dans le débat public. Voilà. Merci Henri Guénaud. On poursuit cette émission politique. On se retrouve plus tard avec vous, Henri Guénaud. À tout de suite.